Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 3 décembre. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales de mars sur notre plateau. Aujourd'hui, on s'intéresse au parti indépendant nyonnais et à son municipal sortant, Claude Huldry. Plus que 21 jours avant Noël, du coup, on vous propose un petit moment de douceur en compagnie de Sébastien Brocard. Le champion de France du dessert vient tout juste d'ouvrir sa boutique à Nyon. Et qui dit gâteau dit forcément anniversaire. On soufflera les 25 bougies de l'étoile de la Dôle avec son créateur Stéphane Richard. En sport, on s'intéresse aux échecs car depuis la sortie sur Netflix de la série Le jeu de la dame, ce sport connaît un regain d'intérêt. Sur le plateau, Joël Bruner reçoit Maxime Raisin, membre du comité du cercle d'échecs de Nyon. En culture, deux invités, Rodolphe Henner, journaliste, et Sigfredo Haro, photographe pour La Côte, nous présente l'ouvrage Nyon au XXIe siècle. On s'intéresse aux élections communales de mars et aujourd'hui, honneur au parti indépendant nyonnais et à son municipal sortant, Claude Huldry. Avec nous sur le plateau, Robert Genevski, président du parti indépendant nyonnais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Jackie Collomb, chef du groupe du parti indépendant nyonnais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer la discussion avec vous. Claude Huldry, pourquoi ce choix ? Mais c'est une évidence. Claude Huldry est municipal depuis 15 ans. Il a accompli un travail énorme. Et il a son bilan de magnifiques réalisations, notamment au niveau des bâtiments, des écoles, piscines couvertes, salles de gym, la restauration du temple, je ne vais pas tout citer. Et du coup, il a encore dans ses projets d'autres réalisations qui lui tiennent à cœur et qu'il aimerait bien mener à bien. Une belle expérience à son actif, mais est-ce que c'est un choix par défaut parce que vous n'avez pas d'autres candidats à présenter ? Effectivement, il n'y a pas eu d'autres candidats au sein du Parti indépendant à se présenter, mais c'est de loin pas un choix par défaut parce qu'on est très satisfait du travail de notre municipal Claude Huldry. Et pour nous, comme l'a dit Jackie, c'était une évidence. Et comme il est dans la force de l'âge, il a beaucoup d'énergie encore pour réaliser encore de beaux projets pour la ville de Nyon. Pour nous, il n'y avait pas de discussion. En fait, sa nomination était unanime. Mais on sait qu'il y a une vague verte, les socialistes aujourd'hui qui sont également aujourd'hui très présents. Qu'en est-il du côté du recrutement du parti indépendant ? Est-ce que vous peinez à recruter aujourd'hui ? Non, pas du tout. Tous les sortants se représentent et on a réussi à recruter de nouvelles candidates d'une certaine jeunesse pour notre parti. Donc, en tant que président, je suis très satisfait de nos efforts de renouvellement du parti. Jackie Collomb, du côté du Conseil, on a souvent entendu dire que c'est une municipalité de droite qui fait de la politique de gauche. Aujourd'hui, votre objectif, c'est évidemment, j'imagine, de garder la majorité, mais avec quelle composition ? Bon, si possible, la même qu'aujourd'hui. Vous parlez du rapport de force. Cette municipalité, effectivement, elle a eu à réaliser pas mal de projets dits sociaux, mais elle l'a fait, je crois, avec beaucoup de distinctions, notamment au niveau des aspects financiers, en gardant toujours en tête que il y a bien des choses qui sont à réaliser, qui seraient bien d'avoir, mais qu'il faut aussi savoir si on a les moyens de se les payer. Et alors, comment on va le faire. Effectivement, garder la majorité à droite, mais avoir par exemple les UDC à vos côtés, est-ce que ça serait une composition ? Mais tout à fait. D'abord, l'UDC à Nyon ne figure pas vraiment en tant que parti, mais ici, c'est une élection de personnes. Et Sacha Soldini, puisque c'est lui dont on parle, est un enfant de Nyon qui a des relations très fournies un peu sur tous les côtés de l'échiquier politique. Il est capable de discuter avec tout le monde. Et nous, ça ne nous pose aucun problème de travailler avec lui, bien au contraire. Alors aujourd'hui, la droite organisait une conférence de presse ensemble pour présenter ses candidats ensemble. On sait que l'entité du centre droit, composée du PLR, les UDC, les Verts Libres et les Indépendants, avait fait basculer justement la municipalité à droite lors des dernières élections communales. Or, lors du référendum contre la hausse d'impôts, le PIN s'est désolidarisé, pas facile à dire, de ses partenaires, notamment pour soutenir votre municipal, Claude Huldry. Donc
donc j'aimerais vraiment que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez à vos côtés? Est-ce que c'est possible, justement, cette entente entre la droite? Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs qui nous réunissent. La droite, ou le centre-droit plutôt, parce que nous sommes un parti centriste, est un parti qui attache beaucoup est un mouvement qui attache beaucoup d'importance à l'indépendance d'esprit, la liberté de décision. On n'est pas un bloc monolithique comme se présente par exemple l'Alliance de gauche. Aujourd'hui, en quelques mots, votre programme électoral, quels seront les grands axes? Alors je pense qu'il y a encore de belles réalisations à faire pour la ville. Il y a de beaux projets en route qu'on va soutenir, mais il faudra toujours avoir en arrière-plan la question des finances, maîtriser l'endettement, enfin, trouver les moyens de financer les projets que l'on peut se payer, et puis d'un autre côté, essayer de ne pas se surendetter pour les générations futures. Justement, quelles sont les propositions que peut proposer votre municipal Claude Ulry, sachant qu'on arrive dans une période compliquée, une crise économique liée à cette crise sanitaire, que les Nyonnais ont toujours refusé une hausse d'impôts? Quelles sont les solutions qu'il peut proposer? Bon, il faudra probablement faire des choix, prioriser certains projets. Ça a déjà été fait, et ça, ce n'est pas du seul ressort du municipal des finances, qui a quand même, il faut le savoir, peu de pouvoir j'allais dire coercition, peut-être pas autant que ça, mais peu de pouvoir de faire respecter certaines règles au sein de la municipalité, puisqu'il n'a pas de rôle supérieur, disons. Il ne peut pas couper dans un projet au prétexte qu'il coûte cher. Ça doit être une décision collégiale. Justement, cette collégialité vous a parfois un peu embêté au sein du PIN? Non, pas vraiment. On est conscient que, justement, pour mener à bien une municipalité, il faut faire des compromis, il faut être capable d'accepter le point de vue des autres. Mais certaines mauvaises langues ont pu dire que si vous avez soutenu notamment votre municipal, Claude Ulry, c'est parce que vous saviez que la droite serait là et ferait une hausse d'impôts. Donc est-ce que vous êtes vraiment satisfait du travail de votre municipal? Oui, tout à fait. Si vous parlez des finances, jusqu'en 2016, les comptes étaient bénéficiaires. On a eu 2 années difficiles, 2017 et 2018, où on a eu un résultat négatif. En 2019, on est revenu à l'équilibre avec un très léger bénéfice. Donc il y a eu un passage difficile. Il y a eu aussi une période où on a fait d'énormes investissements pour les écoles, c'est 130 millions. Ça ne se trouve pas comme ça en quelques années. Donc maintenant, on a un budget pour cette année qui est présenté comme déficitaire, mais toutes les années précédentes, ça a été le cas. On présentait toujours des budgets déficitaires et en fin de compte, les comptes étaient meilleurs que le budget. Donc on n'est pas trop pessimiste sur ce plan-là. Aujourd'hui, les bruits de couloir nous disent que la place à obtenir, c'est celle de Vincent Acker, que tout le monde souhaite sa place. Est-ce que vous êtes prêt à le soutenir? On fait partie d'une alliance du centre-droit. Vincent Acker est candidat au sein de cette alliance et bien sûr qu'on le soutient. Je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport aux finances. On n'a jamais dû emprunter pour financer le budget de fonctionnement. Et ça, c'est une performance qui est très respectable de la part de notre municipal des finances. Jackie Collomb et Robert Genevski, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter votre candidat, donc le municipal sortant, Claude Ulry. Un champion de France du dessert prend ses quartiers à Nyon. Une rencontre gourmande qu'on vous propose aujourd'hui en plateau. Sébastien Brocard, bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir. On va se faire plaisir surtout. Aujourd'hui, ça sent drôlement bon sur le plateau. Vous avez ouvert votre boutique à Nyon il y a tout juste quelques semaines dans le contexte particulier que l'on connaît. Comment ça s'est passé, cette ouverture ? Nous avons eu un accueil très chaleureux avec une clientèle tout de suite, dès le premier jour, le 10 novembre. Des commerçants, aussi des gens qui habitent sur place. Et donc, c'était assez agréable. Ouais. C'est facile de se faire aimer quand on offre des petits chocolats. Les pavés nyonnais, c'est la marque de fabrique maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on a eu l'idée en arpentant les rues piétonnes de Nyon.
Et j'avais voulu offrir des petits carrés de chocolat pour venir me présenter auprès des commerçants. Et du coup, on les a baptisés les pavés nyonnais. Voilà. Pourquoi avoir choisi Nyon, justement? Vous avez 4 boutiques, la première en Suisse. Pourquoi Nyon? Nyon, c'est parce qu'il y a déjà un rapport affectif, puisque j'aime beaucoup Nyon. Et puis, étant installé à Divonne-les-Bains, on avait une clientèle qu'on a toujours, d'ailleurs, nyonnaise, qui est assez importante. Puis à force d'entendre quand est-ce que vous venez, ça fait maintenant 1 an que je cherchais un local. Et puis l'opportunité s'est produite là récemment et je me suis décidé tout de suite et je suis très, très content. Alors on entend beaucoup d'inquiétudes aussi de la part des commerçants de la région. Je ne sais pas si vous en ont déjà fait part concernant les horaires d'ouverture, la concurrence avec Internet. Ça ne vous a pas fait peur? Non, moi je me suis pas trop. On a un site internet où on peut faire du click and collect. Je fais pas d'expédition parce que moi j'aime bien le rapport commerçant-client. En tant qu'artisan, je pense que j'aime bien quand les gens viennent dans le magasin et puis choisissent le produit, où il y a un échange, où on peut déguster, discuter et puis argumenter. Je trouve que c'est quand même plus sympa, plus vivant, quoi. Alors votre histoire est très très chouette. Vous êtes ancien champion de France du dessert de 1996. Comment est-ce que tout a commencé? Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du chocolat? Alors moi je suis issu d'une famille traditionnellement boulanger-pâtissier de l'Est de la France. Et puis je suis arrivé il y a plus de 20 ans maintenant dans la région. Et puis c'est devenu naturel pour moi. Alors moi ma spécialité c'est plutôt la chocolaterie et pâtisserie. Et puis, à l'issue de ce concours, en fait, donc je travaillais à Genève à l'époque, et c'est ce qui m'a propulsé et qui m'a donné envie de créer mes boutiques avec mes propres produits. Faire des concours, pourquoi? Pourquoi ce championnat? Pourquoi c'était important pour vous de vous challenger finalement? Disons qu'il y a toujours la pâtisserie et la chocolaterie, c'est un petit peu un challenge de tous les jours, hein. Il y a la satisfaction du travail accompli. Il y a le devoir, bien entendu, mais aussi la satisfaction du travail accompli. On a de certaines tâches à réaliser et l'objectif, c'est toujours de les avoir le mieux possible. Donc on a cet esprit de concours un petit peu déjà tout jeune, quoi, à l'initiation de la pâtisserie. Ouais. Ouais, une volonté aussi d'en faire du local. Vous avez votre dessert maison qui est devenu un peu un best-seller. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors là, il y a 2 desserts en fait. Il y a un dessert qui s'appelle Helvétie qui a été créé il y a 20 ans, donc à l'ouverture de la première boutique. Donc c'est celui-là? Ouais, c'est celui à base de chocolat, où on retrouve effectivement de la crème de la région de Gruyère, donc, qui est légèrement fouettée avec une meringue et une mousse au chocolat issue de notre chocolat qui s'appelle Terre de Cacao. Ouais. Donc dessert maison, Genève-Lausanne, on est à Nyon, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'était pas fait exprès puisqu'on l'a créé avant, mais ça s'y prête très bien et c'est devenu l'un des desserts que l'on vend le plus, donc le Genève-Lausanne. D'inspiration, le célèbre Paris-Brest, qui est connu pour être rond. Et puis là, comme le Genève-Lausanne, c'est quasiment une ligne droite. On l'a fait droit avec notre inspiration culinaire à l'intérieur, issue du praliné. Dans l'univers de la chocolaterie, de la pâtisserie, comment est-ce qu'on peut évoluer, changer, faire toujours mieux? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on fait toujours mieux, mais en fait, il y a l'inspiration du moment et tout nous inspire. Ça peut être une ville, ça peut être un endroit, ça peut être un fruit, ça peut être un légume, ça peut être une forme, ça peut être... Il faut rester ouvert et puis laisser aller son imagination. Alors, effectivement, je ne suis pas à l'origine de toutes les créations. Ouais. Je participe bien entendu puisque c'est un travail d'équipe. Je suis très très bien entouré. Ouais, 25 employés. Ouais, c'est ça. 25 employés, une super équipe, des gens. Oui, j'ai l'émotion qui m'envahit quand j'en parle, mais voilà, c'est vraiment un travail d'équipe avec un esprit créatif. Chaque année, il y a une nouvelle collection et on s'éclate. À faire ces produits, le petit Père Noël qui sort de la cheminée, là, celui au centre qui a l'effet Sochaux. Bon, on l'appelait l'effet Sochaux parce que c'était... voilà, on rigole quand on fabrique et c'est ça qui anime un petit peu le quotidien. Si Nyon était un chocolat, ce serait lequel? Je t'ai pas préparé. Si Nyon était un chocolat, je sais pas. J'ai l'ambition de créer une spécialité autre que le pavé nyonnais. Ça, on en a discuté. C'est quelque chose qui va sortir bientôt. Pour l'instant, je l'ai pas encore. Voilà. Je me permets de goûter parce que vous avez coupé une allez-y. très belle tranche. D'ailleurs, Voilà. un petit conseil pour Noël à la maison, il faut couper en nettoyant sa lame à l'eau chaude. Oui, enfin, c'est pour faire une coupe assez propre. Oui, c'est mieux de passer la lame sous de l'eau chaude, oui, bien sûr. On peut faire ça, ouais. Et pour les fêtes, je crois que vous nous avez préparé aussi quelque chose de spécial parce que c'est vrai, en cette fin d'année, on a besoin de beaucoup de douceur, encore plus peut-être. Oui, certainement, cette année, oui, c'est possible.
On a donc on a une collection. Chaque année, à Noël, on fait une collection nouvelle avec des desserts qui nous inspirent. Il y a plein de choses. Bon, je vous laisserai regarder. On retrouve les deux produits qui ne bougent pas, c'est le Genève-Lausanne et puis Helvétie, puisque c'est nos desserts phares, j'ai envie de dire. Donc, ils sont sous une autre forme. Genève-Lausanne, en fait, il est sous forme de sapin. On l'a appelé Mambo sapin, comme la musique. Voilà, mais et puis Helvétie, il est sous forme de bûche, bien entendu. Et puis, on a une collection toute nouvelle où on essaye d'être encore plus créatif et puis pour changer du quotidien. Vous pourriez parler pendant des heures, comme ça je pourrais continuer à manger tranquillement, ça me rend service. Sébastien Brocard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la dégustation et à la maison si vous en avez l'envie, donc rue du Collège 5 à Nyon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'étoile de la Dôle brille depuis 25 ans. Son papa est aujourd'hui avec nous sur le plateau pour célébrer cet anniversaire. Papa, ce mot il vous convient bien, je crois. Bonjour. Bonjour. Oui, je sais pas, j'ai 4 enfants, mais l'étoile, c'est un hobby, donc on peut dire papa, mais... Ouais, elle est un peu à vous, cette étoile, quand même, parce que c'est grâce à vous qu'elle a été allumée. On va revenir sur l'histoire un peu après, mais ces 25 ans, qu'est-ce qui symbolise pour vous ? 25 ans de plaisir de la contempler, et où tous les gens ont pris plaisir au fil des années de la contempler également, quoi. Ouais, alors il y a un sacré engouement autour de cette étoile. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'attachement à cette étoile dans la région ? Je crois que c'est un symbole de Noël, tout simplement. C'est une période sympathique en fin d'année. Il y a beaucoup de décorations un peu partout. Il y en a un peu plus ces dernières années. Et les gens ils s'y attachent. Et c'est un moment de tranquillité en fin d'année. Il y a 25 ans, comment est-ce que vous avez eu cette brillante idée, j'ai envie de dire ? Alors, je dois juste rappeler, c'est qu'elle a une grande sœur qui a, elle, 31 ans, qui s'est allumée en 89 déjà. L'étoile de la Dôle, c'est en 95 qu'elle brille. Et celle de 89, je l'avais fait parce que, au départ, j'habitais dans le canton de Fribourg. Et il y a une église qui est bien située. Et je voulais mettre sur toutes les arêtes de l'église une chaîne de lampes. Comme on voit maintenant les bâtiments avec des fils lumineux qui sont tout autour pour faire ressortir la structure du bâtiment. Et j'ai demandé à la paroisse la première fois. Ils m'ont dit non. Après, il y avait une action de chaîne de lampes dans un grand magasin. J'ai dit, je vais en profiter. Je leur ai reposé la question si j'ai un système de location. Ils m'ont dit peut-être. Je leur ai écrit une lettre pour leur demander. Puis ils m'ont répondu que les contribuables, ils ne comprendraient pas la dépense d'électricité utilisée à cette fin. Alors, je me suis retrouvé en 89 avec mes 600 mètres de chaîne de lampes sous la main, parce que j'avais compté la grandeur de l'église, il me fallait à peu près ça. J'avais rempli un chariot, parce que c'était tous des morceaux de 10 mètres à accrocher l'un à l'autre. Et je me suis dit, bon, ben maintenant je les ai sous la main, qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux plus les rendre. Et il y a une ferme au village où j'habitais qui était bien située. Faire ressortir la structure, la nouvelle forme, je trouvais que c'était un petit peu dommage, ça n'apportait rien. C'est une grande façade. Et j'ai réfléchi, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme motif dessus? Et je suis parti sur une étoile filante. Et voilà, quoi. Et l'étoile est née, vous nous avez apporté justement un petit peu de ces étoiles. Vous êtes venus les mains chargées. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous, puisque c'est les 25 ans du chocolatier Merci. Qui était là avant, justement, en plateau, du chocolatier Brocard. Donc ça, c'est pour vous. Merci. Et puis, vu que vous êtes venus les mains chargées, qu'est-ce qu'on a sur le plateau, ces bouts d'étoiles? Dans l'ordre, un morceau de structure qui tient l'étoile distancée de la neige, hors du terrain. Mais celui-ci, il est plié par la neige. Donc, c'est les dégâts qu'on a de temps en temps dans certains hivers, pliés puis même cassés. Normalement, c'est des barres droites. Donc, la neige, malgré qu'on est proche du sommet, dès que la neige elle s'accumule, 10 mètres de neige, ça a suffisamment de force pour plier les barres d'acier. Ouais, parce que c'est une sacrée structure, 160 mètres de long et 75 mètres de hauteur. Voilà. Elle a obtenu justement sa taille adulte en 2000. Donc voilà, il faut du matériel. Ah ouais, c'est clair. C'est entre 600 et 700 mètres de fil lumineux. J'ai justement ramené un petit morceau de fil lumineux, ça c'est que 1 mètre, avec le câble acier qui le tient, justement. Normalement, c'est des maillons rapides qui sont comme celui-ci fermés comme il faut, mais vous voyez, par la neige, en s'appuyant sur l'étoile, ça arrive même à ouvrir les maillons rapides. Donc ça, c'est un petit morceau que j'ai pris, mais l'étoile,
là, il y a 1 mètre. Chaque trait de l'étoile, c'est 30 mètres. Et là, c'est le technicien qui parle parce que vous êtes ingénieur électricien de formation. Et puis, ce qui est assez fou et que je ne savais pas du tout, vous avez votre téléphone avec vous parce que vous pouvez enclencher cette étoile depuis n'importe où. Oui, parce que jusqu'à... Attendez, 95, ça va tellement vite, Isaac. Jusqu'en 97, 98, avant, c'était Swiss Control qui tenait la station dans ce qu'on appelle Skyguide. Et ils avaient quelqu'un sur place. Et je peux leur téléphoner pour l'allumer le soir, pour que je puisse tester à distance est-ce qu'elle fonctionne ou pas depuis la plaine. Parce qu'après, c'est une horloge qui reprend la main pour l'allumer tous les soirs et l'éteindre le matin. Et par la suite, comme il n'y avait plus personne en haut, il a fallu trouver d'autres systèmes. Et puis maintenant, c'est un interrupteur à distance que je pilote avec le Natel. Comme ça, je lui envoie un message, comme ça, j'envoie un message en haut, elle s'allume, puis on me répond, OK, elle est allumée, etc. Comme ça, même quand il y a le brouillard, je sais qu'elle est allumée. Pardon. Ou s'il y a une panne, également, je suis informé qu'il y a une panne sur l'étoile. Et pour ces 25 ans, est-ce qu'il y a eu une étoile, enfin, est-ce que l'étoile est particulière cette année ou est-ce que c'est la même chose? C'est la même que ces dernières années. Elle ne va pas augmenter de taille. Certains pensent qu'elle est plus grande, mais ça dépend des photos. Là, il y avait quelques photos sur la toile qui ont fait peut-être croire qu'elle était plus grande. Mais vu de pignon... Des images assez belles aussi, hein, puisque lorsqu'elle a été allumée, la Lune était là, c'était très très beau à voir. Oui, la Lune éclairait toute la falaise. Elle est venue à son rendez-vous. Hein. Elle était pleine Lune pour les 25 ans. C'était une coïncidence. J'ai pu faire une année une photo où il y avait même la Lune qui était derrière l'étoile, qui se couchait sur les crêtes vues depuis la plaine. Comme ça, ils étaient vraiment les deux ensemble. Ouais, et là, on voit des images du 20e anniversaire, c'est ça? Exact, oui. Ça, c'est les images que vous êtes venus tourner pour les 20 ans en 2015. Oui, exactement. Là où vous avez également reçu le prix de la personnalité de la côte 2015, comme quoi Non, je n'ai pas reçu le prix, j'étais 3e ou 4e. 3e, mais ça fait partie du prix quand même. Il est là, vous êtes quand même vainqueur de ce prix-là. Il est modeste, mais quand même, il a allumé l'étoile du cœur. Dernière question, Stéphane Richard, puisque je disais que vous êtes papa de l'étoile, aussi papa de 4 enfants. Est-ce que la relève est là pour la suite, pour continuer à allumer cette étoile? Oui, cette année, les 4 étaient présents. Et autrement, il y a toute une équipe de bénévoles qui viennent m'aider chaque année à l'installer. Il y a une relève dans l'équipe qui se fait. Il y a des jeunes qui viennent, des anciens qui partent. On tourne une vingtaine pour l'installer, des fois un peu moins, un peu plus. Je ne peux pas refuser un nouveau parce que le nouveau, il faut qu'il se forme. L'idéalement, il faudrait que quand il vient, il signe pour 5 ans. Ça serait top. Ce n'est pas toujours le cas. Et après, il y a les impératifs de la vie qui font que les gens y viennent ou ils ne peuvent pas revenir l'année suivante. Mais certains, ils viennent au montage, d'autres, ils viennent au démontage. Et puis, on arrive à tourner maintenant correctement pour l'installer en une journée. De la passion, et vous en avez fait également aussi un métier, Stéphane Richard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de quoi. C'est un sport qui traverse sans trop de difficultés la pandémie, une discipline intellectuelle que l'on peut pratiquer à distance. Je veux bien entendu parler des échecs. Salut Maxime Raisin, tu es membre du comité du Cercle d'échecs de Nyon. Et puis pour plusieurs raisons, les échecs, ça marche bien en ce moment. La première, c'est peut-être le semi-confinement. Les gens sont restés chez eux et donc ont dû trouver des occupations. Effectivement. Après, il y avait toutes les plateformes digitales qui sont là depuis des années. Et puis, il faut s'occuper. Du coup, je pense que les jeux, c'est le meilleur aussi moyen de passer le temps. Et c'est toujours un jeu qui a eu peut-être à la cote et qui a traversé les âges grâce à ça. Je m'y suis même mis moi aussi aux échecs pendant le confinement. On aura l'occasion de s'affronter en fin d'interview. Peut-être aussi une série Netflix qui a été lancée il n'y a pas longtemps, qui a aussi vu un certain engouement. Le jeu de dames, le jeu de la dame, elle s'appelle la série. Concrètement, ça a changé quelque chose au sein du club ? Pas encore, je pense que c'est encore assez neuf comme nouvelle. Mais pas mal de mes amis sont en train de m'en parler tout le temps et ont vraiment envie de jouer. Du coup, je pense que ça va aussi toucher le club gentiment. Il serait faux de dire que la pandémie a eu que des avantages pour les échecs. Bien évidemment, les compétitions ont dû être annulées. Comment ça s'est passé à Nyon ? Toutes les compétitions par équipe sont annulées. Du coup, on n'a pas joué. Pas mal de nos jeunes sont assez déçus, et des moins jeunes aussi. Ça a pas mal bouleversé la dynamique du club. Du coup, on s'est vu un peu cet été en très petits groupes pour jouer ensemble, mais plus d'événements, plus de tournois, plus de ligues par équipe, et c'est assez chamboulé là. Au niveau des entraînements, quelles sont les règles actuellement ? Est-ce qu'on a le droit de s'affronter comme ce qu'on va faire finalement ? Faut juste pas se serrer la main normalement, et tu peux jouer. Après, pour les entraînements, il y a toujours la limite d'âge et les règles d'office.
Quelque chose de très pratique avec les échecs, c'est que ça peut aussi se pratiquer en ligne. J'imagine que c'est quelque chose qui s'est développé pendant cette période. Les gens ont commencé à jouer un peu plus en ligne ou bien faire une partie d'échecs pour de vrai, ça ne vaudrait jamais une partie en ligne. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. Les échecs en ligne, ça existe depuis beaucoup plus d'années que le confinement au final. Mais il y a de plus en plus de gens, dont la série et le semi-confinement, qui sont sur les plateformes. Et après, voilà. Jouer, normalement, nous, on joue dans un format classique de longues parties et tout ça. C'est vrai qu'en ligne, sur mon canapé, j'ai pas trop envie de passer 2 heures à jouer contre quelqu'un. Et c'est plus dans mes trajets de métro, faire des problèmes ou dans le train, de jouer quelques parties, si le réseau le veut et que j'ai pas de coupure. Mais voilà, ça c'est plus démocratisé comme ça. Et c'est vrai qu'avec le téléphone mobile, maintenant, tu peux jouer partout. Dès que tu as 5 minutes, tu peux te faire une petite partie d'échecs. Le Cercle d'échecs de Nyon, c'est un grand club, hein. Plus de 150 membres au sein du club, dont des talents. Les jeunes se portent bien. Ils se portent bien. C'est vrai que ça les a un peu chamboulés. C'est les annulations de cours. On est passé aussi un peu en ligne maintenant. On fait des cours sur Internet. Et plus de compétition. Du coup, ils ne peuvent plus non plus s'entraîner en compétition. Mais bientôt. Oui, bientôt. Et nous, on va s'entraîner maintenant, puisque tu m'as appris juste avant un coup, c'est le coup du berger. Effectivement. Un coup très rapide que un peu tout le monde peut apprendre pour battre son papa, sa maman. C'est ça, hein. Même si on est un débutant, on peut battre son papa. En fait, c'est un peu le mat du débutant, que tout débutant va essayer de mettre. Et surtout qu'il va... Même moi, je me suis pris des coups du berger quand j'ai commencé à jouer aux échecs. Et je pense que c'est un peu le coup emblématique de quand on commence à jouer aux échecs. Ben on va le faire tout de suite. C'est parti. Ça commence très vite, donc les blancs commencent à chaque fois. Effectivement. Et actuellement, il faut on va se désinfecter les mains. Désinfecter les mains, exactement. Donc je vais le faire, si j'y arrive. Alors voilà, exactement. Je vais essayer. Donc les blancs commencent. Et le coup de base, c'est avancer son petit pion. En règle générale, comment est-ce qu'on commence une partie ? Normalement, tu commences en essayant de contrôler le centre. Il y a vraiment ce concept de... On veut le plus d'espace possible dès le début. Du coup, tu vas jouer, au lieu de jouer des coups latéraux, tu vas vraiment essayer de prendre tes pions et créer de l'espace avec tes pions et en prenant le centre. Du coup, là, tu viens de jouer un premier coup de pion et du coup, je vais répondre par la même chose. Et c'est important aussi de savoir qu'on peut avancer son pion de 2 cases lorsqu'il est dans la position initiale. Sinon, après, c'est toujours une case ou en diagonale pour tuer. Hein. Exactement. On continue. Tu as joué la même chose que moi. On peut dire que c'est peut-être pas très, très bien joué. Là, je sors mon fou. J'ai libéré l'espace grâce à mon petit pion notamment. Effectivement. Moi, je vais jouer mon cavalier parce que c'est très important de se développer un peu en début de partie et de pouvoir justement créer cet espace. Et cet espace-là, donc cette case E2 que j'ai libérée avec mon petit pion, je vais encore en profiter puisque je vais sortir maintenant ma reine. Effectivement. Pour développer encore un petit peu mon attaque qui va aller très vite. Et là, tu vois rien pour l'instant. Voilà. Papa joue, il se doute de rien. Focus sur son jeu et regarde pas vraiment les menaces qui peuvent arriver. Et du coup, là, tu as un très bon coup qui va te faire gagner la partie. Voilà. Donc là, je joue déjà le dernier coup de la partie puisque je vais prendre ma reine et tuer le premier pion de la partie, dire échec et mat. Et tu as gagné la partie. C'est déjà fini. Explique-nous pourquoi c'est fini là. Parce que ton roi peut bouger nulle part sans se faire manger. Et il ne peut pas prendre la pièce parce qu'elle est protégée par le fou. Voilà. Et du coup, tu as perdu. Ce qu'il faut aussi aux échecs... Non, j'ai gagné. Pardon, tu as gagné. Ouais. C'est toi qui as perdu, Max. C'est moi qui ai perdu, terrible. Effectivement. Donc ça, c'est le style de coup travaillé, assez simple à apprendre, mais les échecs, c'est bien plus complexe que ça. Après, il y a plein de variantes. Comme tu peux voir, j'aurais pu jouer plein d'autres coups. J'aurais pu essayer de me protéger aussi. J'aurais juste pu enlever la menace. Effectivement. Mais pour ça, il faut que je considère tes coups et regarder ce que tu fais. Exactement. Ce qui est très important quand on commence les échecs. Et c'est pour ça qu'on dit que les échecs sont un sport, puisqu'il y a beaucoup de réflexion, il y a tellement de multitudes de coups qui peuvent être joués, aucune partie n'est la même finalement. Tout est différent. C'est ça qui est assez unique, c'est que toutes les parties sont différentes, même si tu as les ouvertures, et à chaque fois, à un moment, tu vas jouer quelque chose de nouveau. Voilà, les échecs, merci beaucoup, expliqués par Maxime Raisin, qui ont la cote, et puis on va s'y mettre, je crois. Hein. Espérons. Nyon au XXe siècle, c'est ça, 21 personnalités, 21 réalisations et 21 événements, le tout mis en texte par Rodolphe Henner avec nous sur le plateau. Bonjour Rodolphe. Bonjour Andrea, Nyon au XXIe siècle. D'être là au XXIe, c'est ça, il en faut des années. Et en images par Sigfredo Haro et Michel Perez. Sigfredo, salut, merci d'être avec nous. Alors, on va tout d'abord savoir comment ce projet, il est né. Alors, c'est une politique municipale de Nyon qui vise à publier tous les 5 ans environ un livre
qui relate la vie nyonnaise destinée aux nouveaux habitants, mais pas que, vendu en librairie, destiné un petit peu à tous ceux qui s'intéressent à la ville de Nyon. Le mandat a été confié aux éditions Favre, que vous connaissez, et les éditions Favre nous ont contactés afin de rédiger l'ouvrage pour ma part et afin que Sigfredo produise les photographies. Alors Sigfredo, on sait que ton dada à toi, c'est forcément les portraits. 21 portraits, c'est quoi ton préféré? Oh, bah, c'est compliqué à en choisir, mais moi je dirais plutôt le premier, celui d'Alios. On a eu un bon moment au Quai 23, on s'est bien marré. Rodolphe a fait d'excellents assistants photographes. Et on Il a était eu bon un chouette moment. en tant qu'assistant photographe? Il était sage, ouais. Un beau portrait, c'est quoi? Pour moi, mon portrait, c'est mettre à l'aise la personne, que la personne sort leur meilleur d'eux, et puis nous refléter ça, et puis voilà, avoir une intimité avec une personne, et puis la mettre en valeur. 21 réalisations, si tu devais en retenir qu'une, ça serait laquelle? Non, je ne vais pas en retenir qu'une, mais enfin, dans les réalisations, il y a les politiques sociales, les politiques de la ville, et puis il y a les développements d'entreprises aussi. Donc, à titre personnel, je ne vais pas te donner mon avis, mais on peut penser tant à Hublot qui s'installe à Nyon qu'au développement des crèches. Enfin, tout ça est d'égale importance. 21 événements également. On sait que cette année a été particulièrement riche, mais des événements, il y en a toujours eu plusieurs à Nyon. Est-ce que toi, Sigfredo, tu as peut-être une anecdote, un moment qui te reste en mémoire de photographie, quelque chose, un événement qui t'a particulièrement marqué? Bon, si on part du livre, c'était dans les archives de la Côte, mais c'était moi qui étais allé photographier justement l'inauguration du deuxième bâtiment d'Hublot. Et puis là, c'était rigolo à faire parce que c'était dans une logique plus people. Il y avait des stars, il y avait des médias, il y avait des invités. C'était un chaos total. Et puis c'était rigolo de changer un peu la casquette des petits événements campagnards qu'on est habitué à photographier, Giron et compagnie. Donc, et tu as photographié Pelé, c'est ça? Et on a photographié Pelé, Barrafeli, l'héritage de la Fiat. Donc c'est un moment difficile, mais aussi c'est une belle expérience. Si on parle des événements du livre. Ouais. Alors évidemment, il faut faire des choix quand on met en avant des personnalités des événements. Comment est-ce qu'ils se sont faits? Alors, on a constitué un comité de rédaction avec Laure Piaget, qui travaille à la ville de Nyon, et Madeleine Schurch, ancienne journaliste à 24 heures. On a planché avec elle. On a établi cette sélection, tout simplement. Évidemment, on est désolé de ne pas pouvoir faire figurer plus de monde. Mais il y a eu des frustrés? Non, parce qu'on a essayé d'être intelligent et de ne pas faire fuiter les informations. Donc les personnes qui ne sont pas dans le livre ne savent pas qu'il y avait voilà. le découvre aujourd'hui. Alors Madeleine Schurch, qui en a fait la préface, elle dit « Toute petite, j'ai encore connu le temps où les gamins de Rive, qui étaient alors un quartier populaire, n'y allaient pas de main morte dans la guerre des boutons qui les opposait aux enfants, voulant traverser leur territoire. J'ai encore connu les banquettes en bois du Nyon-Saint-Cergue-Morée avec leur chauffage qui brûlait les fesses. Adolescente, j'ai observé les débuts du centre de loisirs de jeunes, assisté aux dernières représentations de la drame. Nyon, c'était mieux avant? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est tous amenés à être nostalgiques, mais enfin, il faut regarder quand même que... Il faut garder en tête surtout que Nyon était une cité dortoir dans les années 80. C'est-à-dire qu'entre Genève et Lausanne, on avait des travailleurs qui venaient trouver des appartements. D'où cette citation, cette expression, un Nyonnais est un Genevois qui a trouvé un appartement, qui a su se loger. Alors, entre les années 70 et 80, où Nyon était une cité dortoir comme Gland a pu l'être, il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Et on entend beaucoup dire dans la région un enfant de Nyon. C'est quoi un enfant de Nyon? Qu'est-ce qui fait l'identité nyonnaise pour toi, Sigfredo? Bon, moi, je suis arrivé à Nyon en 2012. Donc, c'est ma première ville d'adoption. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié, en venant d'une grande ville comme Madrid, quand on arrive dans une ville qui est d'une taille moyenne, petite moyenne, et puis on voit qu'il y a une bonne dynamique, que ce soit culturel, social ou traditionnel, mais pas avec cette grande douleur des grandes villes, avec tout ce que c'est pollution, chaos, gros bouchons, etc. Moi, je pense que les gens ont le droit à sentir une certaine fierté de se nommer Nyonnais. Nyon qui a beaucoup grandi, une croissance assez folle, mais l'identité nyonnaise, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, il y a deux types de Nyonnais. Il y a les anciens qui sont nés à Nyon, vraiment, il y a 60, 70, 80 ans, qui vous racontent ce Nyon, comme Madeleine Schurch, par exemple. Et puis, il y a les Nyonnais d'adoption depuis 10 ou 20 ans.
Voilà, c'est 2 générations de Nyonnais. Donc il ne reste rien. Nyon est une ville comme tout l'arc lémanique qui évolue, qui se transforme et puis qui essaye de répondre aux attentes de ses habitants. Et puis quand on est un peu entre les deux, comme toi peut-être, pas si vieux de la vieille, pas si jeune. Bon, oui. Est-ce qu'on trouve sa place? Quel âge ai-je? Non, mais ne le dis pas. Oui, alors à titre personnel, évidemment, je trouve qu'on trouve sa place à condition, comme toutes les personnes, de s'insérer dans la vie associative nyonnaise. Moi, je suis effectivement journaliste, donc j'ai beaucoup rencontré de gens par le métier, mais je fais aussi beaucoup de choses dans ma vie privée. Et évidemment, le livre se termine avec le Covid, un événement aussi qui nous a tous bouleversés. Sigfredo, là, voir les rues nyonnaises vides. C'était difficile. En fait, en plus, on parle d'un livre qui parle des années 2000 jusqu'à présent. Donc, le Covid, cette année, c'était compliqué d'éviter ça, mais il fallait, parce que c'est un livre qui va rester dans la durée. Donc, voir tout le monde masqué dans les livres, ce n'était pas non plus beau. Donc, il a fallu éviter. Et puis, profiter surtout au max les premiers jours de travail où il n'y avait pas encore tous les masques dans l'arc ou partout. Mais ce n'était pas évident de travailler à Nyon en ces périodes. Ouais. Sigfredo Haro, photographe pour La Côte, Rodolphe Henner, journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à la maison. Donc, ce livre, Nyon au XXIe siècle, aux éditions Favre. C'est tout pour la quotidienne du 3 décembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la rétro. Très belle soirée à tous.